Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc heureux de vous retrouver pour cette rencontre virtuelle FLE animée aujourd'hui par Amandine Quetel et intitulée Les mots aiment les sons, à travers laquelle nous découvrirons toutes les ressources proposées par les différentes collections des éditions Maison des Langues pour enseigner et apprendre les sons du français. Donc, pendant la présentation, vous pourrez utiliser la fenêtre de questions-réponses pour nous envoyer toutes vos questions. Nous y répondrons en fin de session. Et donc, je vous laisse en compagnie d'Amandine Quetel, co-autrice de nombreuses de nos collections et collaboratrice habituelle des éditions Maison des Langues. Je lui laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure dans une cinquantaine de minutes. À tout à l'heure. Merci Séverine. C'est bon, vous m'entendez bien? Ça a l'air de marcher. Si on ne m'interrompt pas, c'est que ça marche. Eh bien, bonjour à tout le monde. Encore une fois, c'est toujours très impressionnant ces rencontres virtuelles. On voit le nombre de participants qui monte, et du coup le stress qui monte aussi. Et j'ai vu quelques têtes, enfin quelques noms connus à Sainte-Lucie, en Espagne, au Maroc. Ça fait très plaisir. Alors voilà, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de la phonétique. Comment est-ce qu'on travaille la phonétique dans les connexions des éditions Maison des Langues? Quels sont les outils qui sont proposés et qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement? Comment est-ce qu'on peut essayer d'en tirer le meilleur parti? Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez eu l'occasion de suivre la rencontre virtuelle de Michel Billière il y a quelques semaines, quelques mois, quelques semaines, je pense. Il en a profité pour expliquer plusieurs problématiques qui sont liées en fait à l'enseignement de la phonétique. Et je voulais revenir très rapidement pour justement essayer de voir quelles solutions on peut trouver à partir de ces problématiques. Donc déjà, la première chose, c'est que la phonétique, c'est vraiment une matière à part. C'est pas comme enseigner la grammaire, c'est pas comme enseigner le lexique, c'est pas comme enseigner la culture. Ça, en général, quand on est prof de langue, grammaire, lexique, c'est le cœur de notre métier, on sait à peu près comment faire. Et il y a beaucoup de manuels et de recherches qui ont été faits là-dessus. Donc, il y a de la matière, on a de l'expérience, on sait à peu près s'en sortir. Et si on ne sait pas, on sait où chercher des solutions. Pour le côté culturel aussi, en général, on peut à peu près s'en sortir. Mais pour ce qui est de la phonétique, il y a quand même beaucoup moins de choses qui existent. Ça ne s'enseigne pas du tout de la même manière que la grammaire ou le lexique ou tout le reste, ou les autres compétences. Et pour les élèves, ça ne s'apprend pas non plus du tout de la même façon. Donc voilà, on part déjà de cette première problématique, que c'est une matière à part. Ensuite, la phonétique, et là je vais vraiment me baser sur ce qu'a dit M. Billière, c'est un système très complexe. C'est des sons, c'est un rythme, de la prosodie, c'est aussi des gestes, tout ça pour pouvoir essayer, tout ça à devoir comprendre, entendre, donc percevoir, et ensuite être capable au maximum de les reproduire pour passer à la phase de production. Donc c'est presque comme du sport en fait. Il faut apprendre des nouveaux gestes, apprendre des nouveaux sons, c'est beaucoup de choses. Et puis sans oublier la partie aussi phonigraphie, qui est quand même aussi très particulière, notamment en français, puisque entre ce qui est écrit et ce qui est prononcé, on le sait, il y a beaucoup de différences. Donc voilà, c'est un système très complexe, notamment en français. Et enfin, nous les enseignants, on n'est souvent pas très formés ou très peu formés à la phonétique. Je vous propose un nouveau petit sondage, justement pour savoir est-ce que vous avez déjà été formé à l'enseignement de la phonétique. Vous avez simplement à choisir entre oui et non. Je vous pose cette question parce que moi, j'ai le parcours classique et typique de la prof de FLE, c'est-à-dire que j'ai fait une licence de langue, ensuite j'ai fait un master FLE, donc avec 2 années dans une université française, etc., dans laquelle j'ai fait de la linguistique, de la pédagogie, de la didactique, plein de choses, mais pas du tout de phonétique. Absolument pas. Donc, lorsque je me suis retrouvée face à mes premières classes, j'ai même pas pensé à enseigner de la phonétique, j'ai même pas pensé à savoir comment est-ce qu'on pouvait faire ça. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir suivre quelques formations à droite à gauche, mais qu'il a fallu que j'aille chercher moi-même pour pouvoir me former à la phonétique. Donc, ça m'intéresse de savoir un petit peu, vous aussi, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre formation sur la phonétique, parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Est-ce qu'on a des résultats du sondage? Ah, OK, c'est plutôt moitié-moitié. Je
Je m'attendais à pire que ça, entre guillemets. Mais donc, vous êtes quand même une grande majorité, 60%, à ne pas être formés à la phonétique. Donc, comme quoi, alors que vous avez tous été formés, j'en suis sûre, à la didactique et à toutes ces choses autres. Donc, face à toutes ces problématiques, on a plein de questions qui se posent. La première chose, ça peut être à qui est-ce qu'on enseigne la phonétique? Donc, quand je pose la question à qui, c'est à quel public est-ce qu'on enseigne la phonétique? Aux enfants, aux adolescents, aux adultes? À quel niveau? Est-ce qu'on commence dès le A1 ou on garde ça plutôt pour les niveaux un peu plus avancés, voire même carrément à la fin de l'apprentissage pour le C1, C2? Est-ce qu'on enseigne la phonétique à tout le monde, quel que soit l'objectif de notre public? Si c'est des élèves qui sont dans des cours de FOS, donc français sur objectif spécifique, de FOU, français sur objectif universitaire, de FLI, ce sont des personnes qui sont en train de s'intégrer à la société francophone, de FLE. Est-ce que quand on prépare un examen, il faut aussi penser à la phonétique? Enfin, voilà, c'est plein de questions auxquelles se poser. Je ne vous donne pas forcément de réponse tout de suite, mais voilà, je pense que c'est des questions qu'il faut avoir en tête. Ensuite, à quel moment est-ce qu'on enseigne la phonétique? Alors, pareil, dans la question à quel moment, il y a plein de sous-questions. Est-ce qu'on fait ce travail-là dans la classe ou est-ce qu'on laisse ce travail à faire un petit peu en autonomie aux élèves, comme devoir à la maison, avec des plateformes, ou comme on pouvait faire auparavant avec des laboratoires de langue qui n'existent plus tellement puisqu'ils ont été remplacés un peu par les salles multimédia ou les dispositifs numériques en général. Est-ce qu'on fait ça pendant le cours de français ou est-ce qu'on réserve des moments spécifiques pour travailler la phonétique, donc avec des petits ateliers de phonétique, etc. Est-ce qu'on fait ça au début du cours, au milieu du cours, à la fin du cours? Bon, bref, toutes ces questions, encore une fois, à garder en tête. Et ensuite, reste la question de comment est-ce qu'on enseigne ça et donc avec quel support. Donc, c'est en partant des réponses à cette dernière question, avec quel support est-ce qu'on peut enseigner la phonétique, que je vais sans doute répondre un petit peu à toutes les autres questions, sachant qu'il n'y a pas forcément une réponse qui vaut pour tout, mais plein de réponses. Donc, pour vous proposer des éléments de réponse, je vais me baser sur ces 4 collections des éditions Maison des Langues qui, déjà, première réponse, correspondent à tous les publics, puisqu'on a, alors je vais commencer en bas à droite, on a la collection Capsure qui est faite pour les enfants, disons, de primaire, du A1 au A2, début de A2. Ensuite, on a la collection juste au-dessus, à la une, pour les adolescents, niveau secondaire, disons l'équivalent du collège en France, qui là va jusqu'au niveau B2, donc du A1 au B2. Ensuite, on a la collection Entre nous pour les lycéens et ou les adultes, qui va jusqu'au niveau B2 aussi, et la collection Défi qui va jusqu'au niveau C1, là pour le coup. Donc déjà, vous avez pas mal d'éléments de réponse. On a des choses pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, et du A1 au C1. Donc, premier élément de réponse. Alors, j'ai décidé de classer un petit peu, d'organiser un petit peu cette présentation un peu par genre d'objectif. Vous allez comprendre. Première chose, est-ce qu'on peut travailler la phonétique en s'amusant? La question, c'est pas est-ce que, c'est comment. Comment est-ce qu'on peut travailler la phonétique en s'amusant? Donc, j'ai feuilleté un petit peu tous ces manuels et je me suis dit comment est-ce que je pourrais transformer certaines activités qui sont proposées de manière assez classique, les transformer pour que ce soit ludique. Et en fait, j'ai trouvé plein de pistes dans les guides pédagogiques. Et il y a aussi directement des activités, vous allez voir, qui sont déjà assez ludiques. Donc, premier exemple, on va essayer d'utiliser un peu la notion de compétition que les élèves, notamment les plus jeunes, adorent en général en classe, et ça crée une motivation et ça leur donne un peu envie, ça les dynamise, disons que ça dynamise un peu la classe. Donc j'ai pris un exemple dans à la une 1, donc pour les adolescents, niveau A1, c'est l'unité 6, donc on est en cours du A1, quoi, à peu près à la moitié du niveau A1. On a une unité dans laquelle on découvre les verbes, vous savez, qui ont 2 bases ou 3 bases, comme lire, dormir, sortir, prendre, etc. Et donc on décide de faire un petit travail sur la phonétique à partir de ces verbes. Activité assez classique, il faut discriminer, ils vont entendre une liste de verbes et il faut qu'ils disent si ça correspond à la prononciation du singulier ou la prononciation du pluriel. Bon, c'est une activité importante de savoir reconnaître les sons. Donc,
on a ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement en classe? Si vous regardez dans le guide pédagogique, on a une idée qui va nous permettre de créer un petit peu de dynamisme et de compétition en classe, puisqu'on nous propose de diviser la classe en 2 équipes, une équipe qui représente le singulier et une équipe qui représente le pluriel. Et on leur explique qu'ils vont entendre les verbes conjugués et chaque équipe devra signaler les verbes qui lui correspondent. Donc, on passe la piste audio une première fois et les équipes lèvent la main ou bon, à vous de voir en fonction du nombre d'élèves que vous avez ce que l'on peut faire. Et si c'est correct, on avance, ils gagnent un point. Si c'est pas correct, il faut qu'ils justifient leur réponse et éventuellement qu'ils répètent ce qu'ils ont entendu et que chaque équipe argumente un petit peu pour dire si c'était le singulier ou le pluriel. Et on peut ensuite passer une deuxième fois à la piste audio pour vérifier les réponses, notamment quand il y avait un peu de litige, et apporter une réponse définitive. Et bien sûr, très important, compter les points et dire qui est l'équipe qui a gagné. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple, c'est simplement de voir comment est-ce qu'on peut transformer cette petite activité de discrimination auditive qui est très classique mais très importante à faire pour être capable de reconnaître les sons. Donc ici, on est simplement dans une activité de perception, d'essayer de reconnaître déjà les sons, et de la transformer pour que ce soit dynamique et qu'on puisse motiver un peu les élèves à écouter attentivement. Donc, première idée. Et on peut imaginer des prolongements où ils vont ensuite devoir, deuxième manche, répéter ces sons et on attribue un point si le son est bien répété, par exemple. Deuxième idée, utiliser les gestes, parce que ça aussi, ça peut être assez marrant. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que j'y pense à chaque fois. J'avais une collègue à l'Institut français de Bilbao, je suppose qu'elle fait toujours ça, Hélène, qui enseignait les différents accents graphiques français, donc accents aigus, graves et circonflexes, avec des gestes. Je ne sais pas exactement quels gestes. J'imagine un genre de YMCA en classe. Et a priori, les élèves aimaient bien et ça fonctionnait bien. Je ne sais pas exactement quelle était sa technique, mais à chaque fois que je passais devant la classe et que je voyais les élèves faire les accents, je savais où elle en était dans son cours. Bref, donc utiliser les gestes, ça peut aussi vraiment être une bonne solution, déjà pour bouger, faire bouger les élèves, pour pouvoir les animer un peu, les remotiver. On peut même imaginer qu'on va proposer aux élèves de se mettre debout, de se déplacer dans la salle, etc. Et ça aide aussi beaucoup à la mémorisation. Je pense que c'est ça que cherchait aussi ma collègue à Bilbao, c'était vraiment d'associer ici en l'occurrence, un signe graphique à un geste, mais on peut aussi associer un son à un geste, et ça va nous aider à mémoriser. Donc ici, toujours dans la une 1, donc toujours le niveau 1, mais l'unité 3, on est plus au début de l'apprentissage, on travaille sur les nationalités et la différence de prononciation entre le masculin et le féminin. Chinois, chinoise, irlandais, irlandaise, etc. Bon. Encore une fois, c'est une activité assez simple, classique de discrimination auditive. Qu'est-ce qu'on retrouve comme idée dans le guide pédagogique qui va nous permettre de dynamiser cette activité? On nous propose d'expliquer aux élèves qu'ils vont entendre donc les adjectifs de nationalité. S'il s'agit d'un adjectif masculin, les garçons de la classe devront lever la main. Si c'est un adjectif féminin, les filles devront lever devront lever la main. D'accord ? Donc, ça peut être une solution, c'est pour vous donner une idée. Mais on peut ensuite imaginer différents gestes. Ou alors, si vous avez une classe avec seulement des garçons ou seulement des filles, parce que ça peut tout à fait arriver, vous pouvez décider de diviser la classe en deux, ou bien d'associer deux gestes. Par exemple, si c'est du féminin, il faudra se lever. Si c'est du masculin, il faudra rester assis ou faire autre chose. Voilà, simplement, ça permet d'activer le corps, de mémoriser différemment. Et donc, encore une fois, on peut ajouter un petit peu de compétition dans cette idée d'activité pour pimenter un petit peu et dynamiser la classe. Donc voilà, pensez à des gestes. Donc là, je vous donne cet exemple-là qui est dans le guide pédagogique pour vous inciter aussi à regarder le guide pédagogique parce que vous voyez, il est plein de bonnes idées. Et à vous, ensuite, ces idées, ça peut donner d'autres. En fait, l'idée, c'est de donner une piste pour transformer cette activité et en classe, trouver d'autres techniques. Alors, si vous êtes en classe en ligne, on pourra aussi, par exemple, proposer d'utiliser les petits émoticônes de réaction ou alors faire un geste aussi face à la caméra. C'est tout à fait possible en classe en ligne ou en présentiel, sans problème. Autre idée, mémoriser en associant
un son avec quelque chose, avec une image, avec... vous allez voir, je vais vous donner un autre exemple. On est toujours dans à la une 1, toujours le niveau A1, et on recule, enfin, on va de plus en plus vers le débutant, en fait, puisqu'on est dans l'unité 2. Donc, ça fait vraiment pas très longtemps que les élèves se familiarisent avec les sons du français. Et là, l'objectif, c'est de différencier le singulier du pluriel, donc la différence entre le et les. Le chat, les chats, c'est l'exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a comme idée dans le guide pédagogique? On va retrouver une idée où là, on va proposer aux élèves d'associer un son, donc le ou les, d'associer chaque son à une couleur. Donc, on demande aux apprenants de trouver dans leurs affaires, donc par exemple, des stylos, n'importe quel objet, mais en général, les élèves ont toujours des stylos à portée de main, et d'associer, par exemple, on va dire le au rose et les au vert. D'accord? Donc, on se met d'accord dans la classe. Et ensuite, donc chaque élève doit avoir des objets de ces deux couleurs, donc vérifier que tous les élèves aient bien tout ce qu'il faut. Et ensuite, à chaque fois qu'on va écouter, les élèves vont devoir montrer l'objet de la couleur ou montrer quelque chose dans la classe qui est cette couleur. Et en fait, l'intérêt pédagogique, c'est d'une part surprendre un peu les élèves peut-être avec cette activité et donc les motiver, les animer un peu. Et aussi peut-être alors, ça sera le rôle du prof là de mémoriser que dans cette classe, dans cette séance, pardon, on a associé le bleu au, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit, le vert à les et le rose à le, et on pourra y revenir lorsque, par exemple, des élèves feront une petite erreur de prononciation ou lorsque ces sons vont réapparaître dans une autre activité. On pourra leur proposer, vous vous souvenez, c'était le son rose ou c'était le son vert. Et donc, par ce biais, les aider à mémoriser peut-être aussi ces types de sons, parce que en fonction des nationalités, les, ça peut être un peu compliqué, je pense aux hispanophones notamment. La différence entre le et les, c'est pas toujours facile à prononcer, ça c'est sûr que non, mais même audible, ce n'est pas toujours audible pour tout le monde. Donc voilà, encore une petite idée pour dynamiser ce type d'activité. Ensuite, on peut aussi bien sûr travailler les virelangues. Et les virelangues, ça a un côté très très drôle parce que c'est vraiment pas facile à prononcer. Des fois, même le professeur peut se tromper. On peut transformer ça encore en petite compétition, en concours. On peut même imaginer de le faire en devoir à la maison, de devoir enregistrer une note vocale, par exemple, pour le groupe WhatsApp de la classe ou pour n'importe quel support commun que vous ayez, de devoir enregistrer ce son à la maison. C'est techniquement très facile à faire. Et voilà, donc c'est une idée qu'on retrouve dans Capsure 1. Donc là, on est avec le public enfant, public de primaire. Dans l'unité 6, donc pareil, on est à peu près à la moitié du... Ah non, là, on n'est pas à la moitié du niveau 1, on est un quart du niveau A1, si on peut dire. Et alors, ce que j'apprécie beaucoup dans cette activité, c'est qu'on commence par associer les sons à des choses qui existent dans le quotidien des élèves. Donc, par exemple, le mot « chut », je suis sûre que tous les élèves ont entendu leur professeur dire « chut » à un moment donné. Donc, voilà, ils vont reconnaître ce son de « che ». Et ensuite, le mot « chouette », que peut-être le prof aura aussi prononcé en disant « c'est chouette », ou alors ils auront vu les animaux et peut-être ils connaîtront. Et donc là, on va pouvoir travailler vraiment le son « che » en comparaison du son « voilà, rien qu'en disant cette phrase, j'ai déjà des difficultés. Et donc, la troisième étape de cette petite activité, c'est d'être capable de répéter cette phrase « Mes chaussettes sèchent sur la plage ». Je me suis entraînée. Donc, c'est pas très compliqué, c'est pas non plus l'archi du chess, etc. Mais voilà, pour des débutants niveau A1, être capable de prononcer correctement cette phrase, c'est pas forcément évident. Donc, moi, j'imagine vraiment de proposer aux élèves de faire ça en autonomie à la maison comme petit devoir à faire, de devoir écouter à la maison la phrase prononcée avec l'audio du livre et de s'entraîner à le répéter. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'ils vont pouvoir envoyer la version qu'ils souhaitent envoyer. Donc, ils vont pouvoir s'entraîner tout ce qu'ils veulent à répéter cette phrase jusqu'à être capable de le dire aussi bien, entre guillemets, à peu près, aussi bien que dans que ce qu'ils ont entendu dans l'audio.
Donc voilà, les virelangues, alors là c'est un exemple tiré de Capsure, mais je suis sûre que vous en connaissez plein des virelangues qui sont faisables, qui nous permettent de travailler plein de sons et qu'on va pouvoir utiliser en classe. Mais ça aussi, il y a un côté très ludique. Et une autre possibilité que là aussi on trouve dans Capsure, là c'est Capsure 2, donc c'est la fin du niveau A1, le début du niveau A2, l'unité 4. En fait, ici, on transforme un jeu très classique que les enfants connaissent, le labyrinthe, mais on le transforme un peu en jeu aussi de phonétique, puisque donc il y a le personnage qui est en haut à gauche, qui s'appelle Hector, qui doit retrouver le bébé léopard, qui est en bas à droite et qui est blessé, il a une petite patte blessée. Et donc, il va devoir tracer le chemin, mais il ne peut passer que par des mots où on entend le son R, comme par exemple dans arbre. Donc, ça va obliger l'élève à prononcer, en tout cas dans sa tête, chaque mot. On peut imaginer un travail au moins à 2 élèves en binôme pour pouvoir dire un élève prononce le mot et l'autre décide si oui ou non il y a un R, et on avance comme ça. Et donc voilà, c'est encore une fois, pour travailler ici un son spécifique, et travailler un peu le lexique aussi, parce qu'il va falloir se souvenir comment s'appelle chaque image qui sont ici. Bien sûr, ça correspond au lexique qu'on a vu dans l'unité, dans les activités précédentes. Et donc voilà, on transforme un petit jeu très classique comme le labyrinthe en petit jeu de phonétique, où voilà, l'élève connaît le principe du jeu, il a envie d'arriver jusqu'à la fin, de sortir de ce labyrinthe, et pour ça, il va travailler donc le son R et essayer de le reconnaître dans les mots. Voilà. Donc voilà encore une possibilité de transformer un jeu classique. Donc ici, c'est le jeu du labyrinthe, mais on peut imaginer plein de choses. Pourquoi pas faire un bingo des sons aussi. On peut imaginer un bingo ou loto, le loto des sons. On peut imaginer plein de choses, un memory des sons. Enfin voilà, tous les jeux un peu classiques vont pouvoir être transformés pour travailler un objectif pédagogique phonétique. Le memory, j'ai dit le memory, les 7 familles, la bataille navale, on peut imaginer plein de principes de jeu qu'on va pouvoir transformer. Donc ça, c'était pour le côté un peu jeu ludique, etc. Ensuite, donc, vous avez vu, là, j'ai pris essentiellement des exemples avec les adolescents et les enfants. Alors, pour moi, on peut faire la même chose avec les adultes sans aucun souci. Même le labyrinthe, je suis sûre que ça fonctionnerait bien avec des adultes. Par contre, ce que je vais vous présenter maintenant, la phonétique de manière vraiment explicite, peut-être que c'est pas forcément le plus adapté pour les adolescents et pour les enfants. Mais bon, après, c'est vous qui connaissez aussi votre public et qui saurez ce que vous avez envie de faire et ce que vous pouvez faire avec eux. Donc, ce que j'appelle la phonétique explicite, c'est, voilà, on travaille vraiment la phonétique, on le sait, on sait qu'on est en train de faire ça, on peut même théoriser un petit peu, conceptualiser un peu certaines parties. Alors, je vous montre l'exemple de Entre nous. Donc, Entre nous, c'est la collection pour les lycéens et les adultes, du niveau A1 au niveau B2. Et en fait, dans chaque unité, on retrouve une page complète de travail sur la phonétique qui s'appelle Observation et entraînement. Et comme vous le pouvez le voir, c'est divisé vraiment, le travail est divisé en plusieurs phases, en plusieurs catégories. On a toujours une première étape qui est l'échauffement. Donc, cette partie d'échauffement, c'est un travail qui, pour le coup, peut être assez ludique, puisqu'on propose souvent aux élèves de se lever, de bouger dans la classe. Voilà, c'est un peu c'est vraiment un échauffement, comme pour le sport. Là, par exemple, l'exemple que je vous ai mis, c'est pour apprendre à projeter sa voix à la française, entre guillemets. Alors, on ne va pas rentrer à ce point-là dans les détails, mais on ne projette pas sa voix de la même manière en français qu'en espagnol, par exemple. Je reviens toujours à l'espagnol parce que c'est une langue que je connais bien, mais j'imagine que c'est le même cas pour plein de langues. Ou même, enfin oui, je ne vais pas vous expliquer ça, vous le savez très bien. Donc, on commence par un travail d'échauffement. Ensuite, c'est toujours construit de la même manière. On a un travail sur la prosodie, donc ce qu'on pourrait appeler un peu le rythme de la mélodie de la langue. Un travail sur la phonétique, donc là vraiment un travail sur les sons, les voyelles, les consonnes, etc. Et un travail sur la phonigraphie, donc le passage de l'oral à l'écrit. Comment est-ce qu'on transpose les sons à l'écrit, ou alors comment est-ce qu'on prononce ce qui est écrit. À chaque fois, les objectifs sont expliqués très clairement pour les apprenants. Donc on voit, c'est toujours la petite phrase qui est en orange. Par exemple, on va travailler la projection de la voix,
Dans la deuxième phase, l'allongement de la syllabe, et on a une explication sur qu'est-ce que c'est que cet allongement de la syllabe. L'opposition entre, alors ça je ne sais plus ce que c'était, entre et je crois que c'est ça. Je ne sais pas lire l'alphabet phonétique, voilà, pour que vous sachiez où j'en suis dans ma formation de phonétique. Et je crois que c'est ça, c'est entre et, ou entre e et e. Bon, j'ai un doute, peu importe. Et ensuite, la phonigraphie, donc c'est être capable de bien lire à haute voix. Donc voilà, on a des objectifs très clairs et des activités très variées, puisque vous voyez que pour chaque thématique, on a au moins 2 activités, certaines où on écoute, certaines où on écrit, certaines où on prononce nous aussi les choses. Donc voilà, c'est un travail très explicite, très concret, qui peut convenir, je trouve, à des adultes qui ont une habitude scolaire, qui sont capables de travailler aussi en autonomie, parce que voilà, c'est là que j'allais y venir. Je trouve que dans ce type de page, il y a vraiment des phases qu'on va pouvoir faire en classe, en groupe, comme l'échauffement, par exemple. Ça, c'est intéressant de le faire en classe. Et d'autres phases où on va pouvoir proposer aux élèves de travailler en autonomie, à la maison, tranquillement, en écoutant, en répétant, en prenant chacun son temps, parce qu'on n'a pas tous la même manière de travailler. Certains élèves vont avoir envie de travailler beaucoup la phonétique parce que justement ils sentent qu'ils ont des difficultés ou ils veulent vraiment améliorer leur prononciation, et d'autres pour qui soit ça va être beaucoup plus facile, soit au contraire ça les intéresse qu'à moitié, et donc ils passeront plus de temps sur autre chose. Mais je trouve assez intéressant de leur laisser l'autonomie de choisir un peu comment ils veulent le travailler. Donc ça, ils peuvent vraiment le faire à la maison. Ils ont le livre, ils ont les sons sur l'espace virtuel, ils ont le livre numérique éventuellement. Et il y a certaines phases qu'on va pouvoir faire en classe et certaines phases qu'on va pouvoir faire donc, en autonomie, au choix du professeur, bien sûr. Pour les parties où l'élève doit répéter ou prononcer, on pourra toujours lui proposer d'enregistrer ce qu'il est en train de faire et d'envoyer au professeur ou d'envoyer dans un groupe pour que les autres élèves puissent donner leur avis, par exemple, ou de les mettre sur un Padlet, par exemple, un espace de ressources commun. On peut imaginer plein de choses. Et donc, vous voyez que la dernière activité ici, c'est de créer sa biographie au passé et de la lire à haute voix. Donc, on mêle aussi la production, c'est un peu une tâche finale de la phonétique qui va mêler aussi d'autres compétences qui sont importantes pour travailler la phonétique dans le contexte de l'unité, etc. Donc voilà l'exemple entre nous. Et dans Défi, donc l'autre collection pour les adultes et les grands adolescents, disons, on retrouve un peu le même type de système. Donc dans Défi, on a aussi une page entière consacrée à la phonétique que là, on va retrouver dans le cahier d'activité cette fois. Mais c'est le même principe. Vous voyez qu'on travaille aussi la prosodie, donc les groupes, ici en l'occurrence par exemple sur cette page, les groupes rythmiques, et la prononciation. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le E instable, le E qui est prononcé ou pas prononcé. Donc là aussi, on va pouvoir imaginer un travail soit en classe, soit en autonomie. C'est peut-être pas pour rien d'ailleurs que cette page est dans le cahier d'activité, parce que c'est peut-être un travail que les élèves vont pouvoir faire hors du temps de classe ou pas. C'est vraiment au choix de l'enseignant, en fonction du temps dont il dispose, en fonction de la motivation des élèves, etc. Et c'est aussi quelque chose qu'on pourra faire éventuellement à différents moments de notre unité didactique. Donc il n'y a pas forcément une place dédiée à la phonétique dans notre unité didactique, mais on peut le faire au début de l'unité, au milieu de l'unité, à la fin de l'unité, de même qu'on peut le faire au début d'une séance en mode un peu échauffement, ou à la fin quand il reste 5 minutes avant de terminer, etc. Enfin, il y a plein de possibilités. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'imaginais à propos de cette partie-là. Voilà. Et je voulais revenir sur le niveau C1, parce que donc, vous avez vu, Défi a aussi son niveau C1, à laquelle j'ai eu la chance de participer en tant qu'auteur, en tant qu'autrice. Et donc, je voulais revenir un peu sur cette question du niveau C1, parce que vous vous souvenez, au tout début, je vous ai parlé j'ai posé la question, est-ce qu'on enseigne la phonétique seulement aux débutants, seulement à la fin? Enfin, il y avait cette question un peu large. Et donc, une première
première réponse, c'est qu'à mon avis, il faut enseigner la phonétique du début jusqu'à la fin. Donc, très important au début pour acquérir tout de suite les meilleurs réflexes. Et à la fin de l'apprentissage, on n'a jamais vraiment fini d'apprendre une langue, mais lorsqu'on arrive dans les niveaux C, il y a encore plein de choses à travailler, notamment des petites nuances qui vont nous permettre soit de mieux s'exprimer, soit de mieux comprendre certaines choses. Je vous ai mis ici quelques exemples des thématiques, des objectifs de phonétique qu'on retrouve dans Défi C1. Par exemple, on a un travail sur le rythme du français familier, parce que lorsqu'on parle un français familier, on n'a pas du tout le même rythme que lorsqu'on parle un français standard, voire formel. On va travailler aussi des différents accents régionaux. Donc, on a quelque chose sur l'accent québécois, sur l'accent marseillais. Je ne sais plus ce qu'on retrouve dans le livre, mais il y a comme ça plusieurs thématiques sur des accents qui, à mon avis, sont importants. Pas forcément pour que les élèves soient capables de les imiter, parce qu'en fonction de pourquoi ils apprennent le français, ça n'est pas forcément nécessaire. Si leur objectif, c'est d'aller en France, à Paris, être capable d'imiter l'accent québécois ou l'accent marseillais n'est pas forcément important. Mais par contre, être capable de reconnaître cet accent pour identifier, d'un point de vue culturel, etc., que leur interlocuteur ou que le film qu'ils sont en train d'écouter ou la personne qui intervient dans une conférence vient de cette région, c'est important, je trouve, au niveau C1 et C2, d'être capable de faire ça. Donc, on a ce type de travail. On a aussi un travail sur la prononciation des consonnes finales, par exemple, parce qu'on le sait, c'est subtil en français. Parfois, on les prononce, parfois, on ne les prononce pas. Parfois, il y a beaucoup d'exceptions. Pourquoi est-ce qu'on dit plus ou plus voilà. Bon, il y a plein de choses à faire, même si c'est quelque chose qu'on voit dès le niveau A1. Ensuite, il y a des choses aussi comme travailler l'articulation, pour justement, si on imagine que nos élèves vont faire des petites conférences ou des exposés, ou en tout cas prendre la parole en public, articuler, etc., c'est important. Donc, quelques techniques aussi pour les aider à respirer au bon endroit, insister sur les bons sons, etc. Et des intonations aussi. L'intonation du reproche ou quelques intentions. Alors là, je ne vous ai pas mis d'exemple, mais on a aussi des exemples d'intonation ou d'intention. Comment donner une intention à son discours grâce au ton, au rythme, etc. Les registres, etc. Je vous en ai parlé. Et donc, au niveau C1, on retrouve aussi une page dans le cahier d'exercice, dans le cahier d'activité, une page dédiée à la phonétique, avec donc je vous ai mis ici quelques exemples. Donc, ça peut être de lire un texte et d'imaginer comment vont être regroupés rythmiquement les mots, écouter et repérer les caractéristiques d'un accent, et ensuite être capable de discriminer si cette personne parle avec l'accent, ici en l'occurrence marseillais ou pas. Enfin, voilà, jusqu'au niveau C1, on continue à travailler la phonétique parce que c'est très important et ça peut, vous voyez, jouer sur des petites nuances de sens, d'intention, etc. Donc, on continue à travailler jusqu'au niveau très avancé. Une autre possibilité pour travailler la phonétique, c'est d'utiliser la vidéo. Et donc ça, là aussi, dans la collection Défi, on a ce qu'on a appelé les capsules de phonétique, donc qui correspondent au niveau A1 et A2. Donc, on retrouve des capsules phonétiques dans Défi 1 et Défi 2, donc jusqu'à la fin du A2. Si je ne dis pas de bêtises, il y a à chaque fois 2 capsules phonétiques par unité. Donc, vous avez une vingtaine au total, je pense, de capsules phonétiques. On va regarder ça ensemble. Je vais vous montrer où les trouver et je vais vous proposer aussi d'en regarder une ensemble pour que vous puissiez savoir à quoi ça correspond. On va faire ça tout de suite. Donc, je vais vous partager mon écran de l'espace virtuel. Normalement, vous le voyez. Si ce n'est pas le cas, quelqu'un me le dira. Donc, lorsque vous arrivez sur l'espace virtuel, vous arrivez sur cette page et vous allez retrouver les capsules phonétiques dans les manuels et ressources, donc dans Défi. Donc là, je vous propose qu'on regarde une capsule phonétique de Défi A2, donc le niveau A2, et j'ai choisi celle de l'unité 2, non pardon, c'est pas là, c'est dans capsule phonétique, c'est très bien indiqué, celle de l'unité 2, la capsule 3, voilà, j'ai choisi celle-là pour vous la montrer. Donc je vais appuyer sur play, j'espère que vous entendrez bien le son, c'est parti.
Bonjour, je voudrais un rendez-vous chez le dentiste. Le dentiste reçoit le lundi, mardi et vendredi. Demain, c'est possible? J'ai très mal à une dent. Demain, mardi, il y a de la place à 17h30. Bonjour, comment ça va? Pas trop bien. J'ai très mal à une dent. Je dois prendre un antidouleur. Ce n'est pas facile à dire. De. C'est vrai. C'est parce que le son de n'existe pas dans ta langue. Mais tu connais peut-être le son t. Mets-toi debout, tends tous tes muscles, puis tu dis t, 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 t. Très fort, comme si tu étais énervé et que tu ne parvenais pas à dire te comme dans tata. Maintenant, tu te relaxes, surtout les épaules, la bouche, puis tu vas prononcer quelques de, d'une voix un peu plus basse, une voix qui descend de la cave. Te. 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 De. 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 Comment je peux vérifier que je prononce de? Tu peux sentir que tu expulses beaucoup plus d'air avec te qu'avec de. Place ta main devant ta bouche et prononce plusieurs fois le son te, puis le son de. Est-ce que tu sens la différence d'expulsion de l'air? Oh oui, je sens bien la différence. Les deux, les plus faciles à dire, sont placés entre deux voyelles prononcées. Mets-toi en position relaxe. Descends la voix et les bras pour dire la syllabe avec de. Tu peux dire maintenant « je dois » et encore « un antidouleur ». Mais quand le de est à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Pense que tu ajoutes un petit « e » après. Par exemple, une grande malade. Une grande malade. Une grande malade. C'est plus facile comme ça. Oui, et tu peux faire la même chose avec la finale « dre ». Tu te relaxes, tu laisses tomber tes bras et ta voix, et tu dis « répondre »,« un ordre »,« attendre ». Répondre, un ordre, attendre, non, attendre. C'est plus difficile. Je dois bien me concentrer et me relâcher après le te qui est au début du mot. Et voilà, vous avez comme ça eu un exemple complet de cette capsule de phonétique. Hop, je reviens à mon diaporama. Donc je répète, ces capsules de phonétique, elles sont pour le niveau A1 et A2, parce qu'on considère que c'est très important, vous avez vu, dès le départ, dès la première unité du A1, d'acquérir les bons gestes, les bons sons, les bonnes techniques, et aussi d'être conscient de ce que c'est que le rythme. Comment est-ce qu'on peut prononcer ces mots-là? Amandine, désolée, je pense qu'il y a un autre souci technique avec tes écouteurs. Peut-être, est-ce que tu peux voir si le câble des écouteurs est bien branché à ton ordinateur? On dirait que tu l'as peut-être... voyons. Vous m'entendez ou pas? Oui, là, ça va mieux. Merci. Ok, désolée. Je ne sais plus ce que je disais. Bon, bref, en tout cas, pour le niveau débutant, ça va me revenir, je ne sais plus où j'en étais. Alors, j'ai une dernière question pour vous, pour voir un petit peu ce qu'on pourrait faire de cette capsule phonétique. Donc, normalement, un nouveau sondage va apparaître pour savoir à quel moment de la séance, à quel moment même, oui, de la séance, est-ce que vous pourriez utiliser cette capsule numérique, cette capsule phonétique, pardon. À quel moment de la classe? Est-ce que ce serait pour commencer la séance,
Est-ce que ce serait pour faire une pause entre deux activités un peu denses, par exemple de grammaire, etc. Est-ce que ce serait pour terminer la séance ou plutôt en autonomie à la maison pour que les élèves le fassent chez eux? Je vous laisse quelques instants pour répondre et on pourra ensuite en discuter. En réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. C'est justement pour voir un peu ce que vous pourriez imaginer. J'en profite le temps que vous répondiez pour compléter l'information que je ne vous ai peut-être pas donnée. Donc, cette capsule phonétique, elle est disponible sur l'espace virtuel. Elle apparaît aussi dans le livre papier pour que vous sachiez en tant qu'enseignant à quel moment ce serait le plus pertinent de travailler ces sons-là, parce que ça veut dire que les élèves auront déjà vu peut-être le lexique qui correspond, les documents qui correspondent à ces sons-là. Et dans le cahier d'activité, on a une page aussi complète de travail complémentaire sur les mêmes objectifs. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Vous avez répondu en majorité que vous le feriez comme une petite pause entre deux activités un peu plus denses. C'est vrai que moi, je l'ai beaucoup imaginé comme ça aussi. Ensuite, 20% aussi en autonomie à la maison. C'est vrai que vous avez vu, cette vidéo permet vraiment un travail à l'élève complet, puisqu'elle peut quasiment remplacer le professeur pour le travail sur la phonétique, puisqu'on a un professeur intégré dans la capsule phonétique. Quasiment à égalité, vous pourriez commencer la séance aussi avec ça. Je trouve que c'est un bon moyen aussi de replonger un peu dans les sons du français avant d'aborder des textes et de parler, etc. C'est une bonne idée. Et pas mal d'entre vous aussi nous disent que ça permettrait de terminer la séance. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu la petite récompense de terminer la séance de cours de français avec cette vidéo pour travailler un son, essayer de... Voilà, il y a presque, comme je disais au départ, presque comme du sport, en fait, où on va... Vous avez vu, dans la capsule, on explique qu'il faut se tenir d'une certaine manière, se tendre, lâcher des choses, etc. Donc, ouais, c'est presque du sport, donc ça peut permettre aussi de finir avec quelque chose d'un peu différent, ce cours de phonétique. Je n'ai pas retrouvé ce que je voulais dire auparavant, mais je pense que je vous ai donné toutes les informations que j'avais imaginées. De toute façon, on va avoir un petit peu de temps pour répondre à vos éventuelles questions. Donc, pour conclure, comme ça, voilà, je garde du temps, il nous restera 5 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Pour conclure, j'avais envie de vous donner quelques derniers conseils, en tout cas ce que moi j'applique, puisque justement, n'étant pas une spécialiste de la phonétique, c'est un peu les techniques que j'ai pu trouver. Donc, c'est déjà de varier les plaisirs. Je vous ai donné des exemples pour jouer avec la phonétique, pour travailler la phonétique de manière, disons, plus sérieuse et explicite, ou utiliser justement d'autres matériels comme des vidéos pour nous remplacer, ou pour remplacer un peu le livre pour travailler ces techniques-là. Donc, varier les plaisirs, mélanger aussi les différents supports, mélanger le faire à différents moments, mélanger les objectifs que l'on travaille. On n'est pas obligé de travailler que des sons. Vous voyez, on peut travailler aussi des intentions, des intonations, des rythmes, travailler la perception et la production. Il faut vraiment mélanger un petit peu tout ça. Un autre objectif, je crois, c'est d'éviter la routine de la phonétique pour que ça ne devienne pas quelque chose d'un peu ennuyeux pour les élèves, mais justement le faire à différents moments, par exemple, de la classe, les surprendre avec des activités qu'ils n'auraient peut-être pas forcément imaginées. Et le faire aussi bien en autonomie à la maison que par moment en classe, le faire... Tout ça se rejoint, varier, mélanger, éviter la routine. Et surtout, essayer de proposer des solutions pour tous les types d'apprenants. Donc, des solutions, des trucs, des astuces, parce que tous les apprenants vont avoir des difficultés différentes, des types de mémorisation, d'intelligence, des formes d'apprentissage qui vont être différents pour tout le monde. Donc, essayer de pouvoir proposer des choses différentes. C'est pour ça que au début, j'ai passé un peu de temps à montrer des choses sur les gestes, sur les jeux, la compétition, mais aussi des choses très explicites parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'explications théoriques pour savoir comment différencier des sons, comment prononcer des sons. Donc voilà, essayer de proposer au maximum de solutions qui puissent correspondre un petit peu à tout le monde et essayer de trouver des petits trucs et des petites astuces pour pouvoir répondre à toutes les problématiques de tous nos apprenants. Voilà pour ce que je
peux vous proposer pour aujourd'hui. Maintenant, j'ai un petit peu de temps, du coup, je pense, pour répondre à des questions s'il y en a. Je ne sais pas s'il y en a, en fait. Alors, on en a eu quelques-unes. Alors, je vais essayer de les regrouper par thématique, d'accord ? Okay. On a eu notamment des questions autour de la sensibilisation des apprenants à la diversité justement des accents, des rythmes selon les régions ou les registres. Et donc, quand est-ce que… Je te l'ai dit, d'accord ? Donc, je trouve très bien de présenter aux apprenants les variations d'accent, de rythme selon les régions ou les registres, mais pourquoi l'aborder ? Alors, je pense que c'est seulement pour les niveaux avancés jusqu'au niveau C1. Je pense qu'on peut sensibiliser les apprenants à cette diversité même depuis le début, pas avec la même profondeur, bien sûr, mais il semble important d'en parler assez tôt, dès le A1. Ok, j'ai entendu la question jusqu'au bout. Voilà. Dès le A1, non, ça s'arrêtait là. Cette sensibilisation, que ce soit avec les débutants, quel que soit leur âge, à la diversité de la prononciation du français. Oui, je suis complètement d'accord avec la personne qui a écrit ça. Effectivement, dès le premier niveau, il faut bien, dès la première classe de français quasiment, souvent c'est l'occasion de parler de tous les pays dans lesquels on parle la langue française. C'est assez souvent qu'on commence un peu comme ça, la sensibilisation à la culture francophone, etc. Donc dès le départ, effectivement, il faut bien prévenir les élèves qu'il y a plein de manières différentes de parler le français. En fonction des régions du monde, en fonction même des régions de France. On ne se comprend pas toujours entre le nord et le sud, donc comme quoi c'est très important. Après, ce que je voulais dire par rapport au niveau C1, c'est que c'est le moment où peut-être on peut se permettre de le travailler explicitement, explicitement, ce n'est sans doute pas le bon terme, mais en profondeur, et d'aller vraiment chercher quelles sont les caractéristiques de l'accent marseillais. Est-ce qu'il roule les R ? Non. Est-ce qu'ils traînent telle syllabe ? Peut-être. Est-ce qu'ils ouvrent plus telle voyelle, etc. Donc vraiment faire un travail quasiment scientifique en fait de reconnaissance des différents accents, parce qu'on arrive à un niveau où en fait culturellement, on pourrait presque dire culturellement, on attend des apprenants de niveau C1 et C2 bien sûr, qu'ils soient capables de reconnaître l'origine du locuteur en fait. Alors qu'on ne demande pas du tout ça à des niveaux A ou B. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a mis l'accent dans le niveau C1, dans le défi C1, sur ces points-là, parce que c'est important. On considère que le locuteur n'est pas natif, mais à un niveau très, très bon de français, donc il doit être capable de reconnaître, bien sûr, pas tous les accents. Moi-même, je suis incapable de reconnaître tous les accents en français, mais c'est quand même important, de même que quand on apprend l'anglais, c'est important de différencier assez rapidement l'accent britannique ou l'accent américain, parce que ça peut influencer la manière, le contenu aussi de ce qu'on dit. Je ne sais pas si j'ai trop bien répondu à la question, mais en gros, il faut tout le temps travailler ça. Effectivement, je suis d'accord avec la personne, mais au niveau C, c'est vraiment, ça fait partie des objectifs très importants. Voilà, c'est là où on peut affiner les connaissances. Voilà. Ouais. Alors, une autre chose, tu as mis l'accent pendant ta présentation justement sur différentes façons de travailler la phonétique via le jeu et tout. Et que penses-tu de l'utilisation, par exemple, des chansons en phonétique ? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de l'utiliser ? Est-ce que tu connais quelqu'un qui utilise la chanson en phonétique ? Est-ce que ça te semble intéressant ? Oui, c'est un super exemple parce que quand on chante une chanson dans une langue qu'on est en train d'apprendre, on va avoir envie de faire comme notre artiste préféré, on va avoir envie de reproduire la chanson, alors déjà la mélodie, le rythme et aussi les sons tels qu'ils sont prononcés. Donc oui, c'est un super exemple. J'en ai pas parlé ici parce qu'on n'a pas forcément de ce travail-là dans les ressources de Maison des langues, mais évidemment, c'est un super support. Et en fait, moi, je l'utilise beaucoup pour compléter, justement, parce que l'avantage que ce soit pas dans le livre, c'est qu'on va pouvoir apporter les chansons que nous, profs, on aime bien, parce que sinon, pour mettre tout le monde d'accord, c'est pas simple, et de pouvoir proposer des chansons aussi récentes qui peuvent plaire à nos élèves qui viennent juste de sortir. Par exemple, la dernière chanson de Stromae, elle vient juste de sortir il y a quelques semaines. On va pouvoir peut-être l'utiliser. Et bien sûr que c'est un super exemple. J'ai pas d'exemple là qui me viennent en tête, mais il y a plein de chansons qui sont parfaites pour travailler tel point de phonétique. Mais là, j'ai le cerveau vide et je n'ai pas d'exemple. Toujours le même objectif de mêler l'utile à l'agréable, non ? De dire, bien sûr, oui.
on va travailler la phonétique, mais avec un support moderne, via une chanson, via des jeux, via d'autres supports. On a reçu beaucoup de questions, mais là, il est déjà 18h. Je vais juste t'en partager une ou deux pour finir cette session. Quel est l'intérêt d'apprendre l'alphabet phonétique? Qu'est-ce que cela apporte? Est-ce que tu conseilles justement de faire apprendre l'alphabet phonétique aux apprenants? Moi, je ne le connais pas. Donc, voilà, la question est vite répondue, comme on dit. Non, moi, je ne l'ai jamais appris. On ne me l'a jamais enseigné et a priori, j'en ai jamais eu vraiment besoin. Donc, si moi, en tant que prof de FLE, j'en ai pas eu besoin, je ne sais pas si mes élèves en auraient besoin. Mais bon, c'est vraiment mon point de vue personnel parce que moi-même, je ne suis pas capable de lire. Mais sans doute que c'est très utile parce que ça permettrait de développer un peu l'autonomie des élèves pour pouvoir savoir, sans l'aide du professeur ou sans l'aide d'un locuteur natif, de savoir comment est-ce qu'on prononce tel mot. Mais après, aujourd'hui, avec les applications ou les Google Translation, etc., en fait, notre appareil, il lit les mots. Il peut lire les mots, donc il peut vous proposer une prononciation. Donc, c'est vrai que moi, dans d'autres langues, comme je ne connais pas l'alphabet phonétique, j'utilise cette technique pour savoir comment ça se prononce. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont là, mais bon, on va ouvrir trop de portes, je pense, trop de difficultés. Justement, moi, les questions qui nous sont venues, c'est sur la correction, sur justement les difficultés d'apprentissage d'élèves avec des dyslexies. Comment est-ce que justement on peut travailler la phonique avec eux? Quelles sont les difficultés? Comment travailler avec les publics non alphabétisés dans leur langue maternelle, bon voilà, je pense que toutes ces... Des questions très vastes. Pardon, Amandine ? Ce sont des questions vraiment très, très vastes. On pourrait faire 1 heure ou 2 sur toutes ces problématiques, en fait. Voilà, donc c'est pour ça, moi, je vous conseille, donc pour mettre fin à cette session, déjà de feuilleter nos collections, de revoir ce qu'a proposé Amandine, sur quoi elle a mis l'accent, d'essayer ces ressources qu'on vous propose dans nos collections en cours, notamment les capsules de phonétique de défi. Elles sont disponibles en accès gratuit sur notre plateforme Espace Virtuel et d'être attentif à nos communications, puisque, comme je vous le disais, cette rencontre virtuelle s'inscrit dans un parcours consacré à la phonétique. Et donc, au mois de mai, on aura justement une session atelier virtuel FLE de 2 heures en direct sur les difficultés de prononciation spécifiques telles que peuvent être les nasales ou qu'est-ce qu'il y avait aussi certains sons, le R, enfin les fricatives, enfin tout ce qui peut poser des problèmes pour les apprenants. Donc, soyez attentifs. Le 25 mai, on vous propose une session spécifique de 2 heures en direct. Voilà, merci beaucoup Amandine. De toute façon, sachez que cette rencontre virtuelle a été enregistrée, que vous pouvez la réécouter. Il nous faut quelques jours pour la mettre en ligne sur notre chaîne YouTube. Contrôlez vos emails puisque vous allez recevoir votre certificat d'inscription à cette session. Vous allez avoir aussi un petit questionnaire de satisfaction. Et voilà, on vous souhaite de continuer à vous former avec les éditions Maison des Langues. On espère que les supports que nous vous proposons dans nos ouvrages vous permettront de travailler agréablement la phonétique, que vous allez pouvoir mettre en place toutes les idées que vous a proposées Amandine lors de cette session. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre rendez-vous, un autre atelier virtuel, une autre rencontre virtuelle où on espère peut-être, si on a l'occasion d'aller pouvoir se déplacer dans vos pays, peut-être à un moment donné en présentiel aussi. Donc, merci beaucoup. Merci Amandine de nouveau. Et on se retrouve bientôt. Au revoir à tous. Merci encore. À bientôt. Merci beaucoup.